Bon, je me doute que parmi les quelques auditeurs, il y a des connaisseurs, donc vous n'avez absolument rien découvert de nouveau avec Melody Nelson et l'homme à la tête de chou. Mais bon, je pouvais pas passer à côté, vraiment pour moi c'est incontournable quoi. Donc voilà. Alors avant toute chose, j'aimerais rectifier une erreur que j'ai commise tout à l'heure. J'ai en effet raconté que les enceintes que j'avais dans ma chambre étaient des JBL. Et en réalité, c'était pas des JBL, c'était des Warfedal. Donc je voudrais pas passer pour un révisionniste, dont acte, erreur historique corrigée. Alors maintenant, explorons un peu les méandres de la carrière de Gainsbourg, les choses qu'on connaît un peu moins, enfin en tout cas que moi je connaissais un petit peu moins. Alors il faut savoir que rapidement, à peu près quand je suis entré au lycée, ça doit être à peu près ça, il me semble, mon frère avait téléchargé quelque chose que les moins de 25 ans ne connaissent pas du tout, je pense. Il avait téléchargé la fameuse mule qui permettait de télécharger plein de trucs de manière tout à fait illégale. Ah, c'était un truc de pire tout pire quoi. Et grâce à ça, j'avais téléchargé l'intégrale de Gainsbourg, j'avais tout, et donc je pouvais aller creuser à loisir comme je voulais, vérifier la chronologie de certains morceaux, notamment avec mon père, et j'ai découvert des trucs incroyables. Alors j'ai exploré évidemment la période jazz, style un peu rive gauche, avec Alain Goraguet notamment, avec un morceau que j'aime beaucoup, par exemple, qui s'appelle Mambo Miam Miam, que je vous conseille. Allez écouter ça, je vais pas le mettre hein, dans la liste, mais allez écouter ça, c'est très bien. Et puis, non, moi je vais vous mettre là ce titre que je trouve très beau aussi, très caustique, avec une flûte géniale. Ça s'appelle Indifférente, sorti en 59 sur son deuxième album. Alors toujours avec Alain Goraguet, en 63, il sort son cinquième album, dans lequel il évolue peu à peu vers la pop, une évolution progressive vers la pop. Il y a que deux instruments, il y a une contrebasse et puis une guitare électrique, je crois. C'est assez minimaliste. En ce qui concerne le texte, il soigne de plus en plus la forme poétique, c'est de plus en plus épuré. Et je vais vous proposer un morceau plein de piquant, plein d'ironie, que je trouve délicieux, un peu dans la veine hein, de l'indifférente. Ça s'appelle Scenic Railway. Alors il faut savoir que l'album a fait un four complet, ça n'a pas du tout marché, ça s'est pas du tout vendu, c'était vraiment c'est accueil glacial de tout le monde quoi. Et puis en 64, toujours avec Alain Goraguet, il sort l'album Percussion pardon, avec Michel Portal au saxophone notamment. Alors cet album, je l'ai écouté que bien plus tard, hein, je l'avais téléchargé, mais je l'ai pas écouté tout de suite, j'ai dû l'écouter à la fin des années 2000 à peu près. Et j'ai cru au début qu'il s'était inspiré de l'album Inventions and Dimensions de Herbie Hancock, qui était sorti quelques mois plus tôt, notamment avec ce morceau génial qui s'appelle Mimosa. Alors qu'en fait pas du tout, je me suis complètement planté, il s'était pas du tout inspiré d'Herbie Hancock, il s'était plutôt inspiré de rythmes afro-cubains, euh, notamment nigérians, hein, qu'ils ont été pompés. Et puis l'album était composé aussi de morceaux jazz. Alors là je suis obligé de citer Guy Béard, euh, qui raconte Guy Béard qui raconte le truc dans un entretien à la revue Schnock. Je cite. Un jour, je suis tombé à New York sur le disque de Babatunde Olatunji, Drums of Passion, sorti en 59, que m'avait offert Harry Belafonte. La musique de ce percussionniste américain d'origine nigériane m'avait frappé. J'ai donné son disque à Claude Nougaro, ainsi qu'un autre à Claude Dejac, qui était directeur artistique chez Philips. Il l'a fait découvrir à Gainsbourg, qui a, quelque temps après, sorti un disque où il plagie carrément Olatunji. Fin de citation. Alors en effet, hein, c'est un gros plagiat. Sur mon blog, d'ailleurs j'avais mis le morceau de Babatunde Olatunji, puis le morceau que je vous propose là maintenant, qui s'appelle Marabout. Vous allez voir, c'est la même chose. Hein. Et puis surtout, il l'a pas, il a pas cité quoi, il a pas donné le nom, il a pas cité, il a pas crédité Olatunji. Et puis derrière, il n'y a pas de royalties, donc bon, euh, voilà quoi. Euh, alors c'est un morceau au départ. Olatunji l'appelle Jingoloba, Gainsbourg le plagie, et, et Santana, en 1900, Carlos Santana en 1969 le reprend, et ça devient le truc qu'on connaît mondial, quoi, le tube
un peu rock mexicano, quoi, qu'on connaît tous. Alors cet épisode-là, il est assez intéressant, hein, de partir d'un tube, enfin d'un gros morceau inconnu d'un mec nigérian, américano-nigérian. Gainsbourg le plagie par le biais de Claude Dejac, c'est-à-dire par le biais de Guy Béard, qui lui-même avait reçu le disque de Harry Belafonte. Et puis après Santana reprend, alors il reprend pas Gainsbourg, il reprend Jingo Loba, mais enfin, c'est assez, voilà, la création finalement trouve une espèce de chemin sinueux. C'est toujours amusant, moi je trouve ça toujours assez fascinant, la manière dont ça se fait, quoi. Bon, je peux pas vous laisser écouter sans évoquer les paroles de Claude Dejac, justement, le producteur. C'était des paroles qui avaient été retranscrites sur le verso de la pochette du 33 tours original. Je cite: Au début, c'est un rythme de doigts sur le bord d'une table de bois empire. Des idées, une image naissent. Bientôt, Serge ne dort plus sans battement, sans une touffe de battements où se mêlent les pulsations naturelles de la vie. 2 mois plus tard, Goraguet et moi nous retrouvons dans le même état. Il faut opérer d'urgence. Résultat, le studio se met à battre aussi autour de 5 percussionnistes et de 12 choristes. Bonne écoute.